Écoute, Baudouin, merci d'être là. Ça fait un peu drôle d'être comme ça parce que on se connaît depuis quelques années maintenant et quand on se voit, généralement il n'y a pas une caméra entre les deux et on ne diffuse pas ça au monde entier. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que je vais te poser des questions dont je crois connaître la réponse, mais c'est pas sûr. Et il y a des chances que je découvre des choses de toi aujourd'hui, que je découvre des choses de toi. Première question, cher Baudouin. Tiens, dans ta vie, dans ton parcours de vie, ce serait quoi les étapes importantes, déterminantes Écoute, c'est une bonne question. Je dirais, j'ai repensé l'autre jour, là, le premier livre que j'ai lu, j'avais 17 ans. J'ai lu un livre qui s'appelait Le troisième œil de l'homme Tsongkhapa. Alors je sais plus du tout de quoi parlait vraiment. C'était un truc un peu bizarre d'un gars qui rentrait dans le corps d'un autre. Enfin, mais ça m'a ouvert un champ. Et puis en fait, je me suis mis en route vers ce besoin de sens qui m'animait. Donc ça, c'était un moment quand même important, un peu insignifiant, mais qui était le début en fait. Et puis j'ai rencontré des gens, j'ai lu des livres qui m'ont marqué. J'ai eu des expériences, j'ai eu une expérience de conscience, c'est difficile de mettre des mots à cet endroit-là, mais je me suis retrouvé à un moment donné où Baudouin faisait partie de tout et ce que j'étais était tout. Voilà, les mots s'arrêtent là, c'est une expérience, mais de nouveau, cette expérience-là, j'avais 22 ans, a changé ma vie. Et donc, après, il y avait une espèce de quête à retrouver cet état. Et voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup apaisé avec ça, parce que j'ai eu de nombreuses expériences qui m'ont permis de dépasser cette inaccessible étoile, ou je ne sais pas très bien comment dire les mots, mais c'était un but, quoi. Il y avait quelque chose à atteindre. Et alors, je ne sais pas si je l'ai atteint, mais en tout cas, il y a une paix qui s'est installée, et il n'y a plus cet emballement qui me poussait en avant. Mais il y a toujours cette quête de sens qui est fondamentale pour moi. Voilà, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je viens de foutre ici? C'est quoi ce monde? Comment je fais avec ça? Voilà, donc ça m'a guidé, ça me guide encore, et ça me guidera jusqu'à la fin. À la fin de mon incorporation dans la matière. Donc voilà, que dire encore? Par rapport à ce chemin, cette quête de sens, je pense que tu disais, il me semble qu'il y a eu aussi un voyage en Inde qui a été important. Alors oui, je suis parti à 25 ans, j'ai tout envoyé promener et je suis parti, ça m'habitait déjà depuis longtemps, mais je suis parti faire 2 voyages au long cours en Asie, dont l'Inde. Donc j'étais parti avec un idéal d'aller voir les ashrams, de trouver un maître, parce que voilà, moi je voulais marcher sur l'eau, je voulais être Jésus, quoi. Et donc je suis parti là. Et j'ai été un peu désenchanté, parce que l'Inde, oui, c'est un pays magnifique, j'aime beaucoup, mais ils sont pas plus spirituels qu'ici, en fait, hein. C'est plus accessible, ça se voit plus, mais il est marqué ashram là-bas, donc il y a quand même un accès plus, mais le rickshaw, là, qui essaye de m'entuber, avant il était mettre une offrande à Ganesh, mais après il essaie de m'entuber, donc voilà, mais ça m'a ouvert à me dire, ok, ici on m'a dit que c'était comme ça, et là-bas on leur dit que c'était comme ça, et du coup les deux marchent en fait, plus ou moins, mais ça fonctionne. Ils se lèvent le matin, ils ont peur, ils ont envie d'être amoureux, ils ont faim, ils cherchent le bonheur, comme nous en fait. Du coup ça m'a fait reculer un peu sur la vérité qu'on nous dit que c'est, tu vois. Donc ça m'a mis, c'était aussi initiatique. Et du coup,
voilà, il y a plein de choses, il y a plein de moyens de vivre la vie et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, quoi. C'est toutes des expériences. Donc ça me permet aussi de me décloisonner de mon conditionnement européen, qui est toujours là, hein, mais voilà, que je sais que c'est un conditionnement, quoi. Et parmi tant d'autres. Donc voilà, oui, donc l'Inde, oui, c'est très intéressant de voir, de vivre. Bon, je suis parti 1 an, donc c'est quand même, je suis parti 2 fois 1 an. C'est quand même une expérience aussi de vie, de vivre. Voilà, après 3 mois, on connaît plus le prix de la banane en Belgique et on le connaît en Inde. On sait quand on fait comme ça, c'est ce que ça veut dire. On attrape alors l'Inde, on peut pas vraiment dire qu'on peut connaître l'Inde après 1 an, même. Comment dire, c'est inexprimable. Faut le vivre, quoi. Mais voilà que je me perds dans ma pensée. Mais écoute, on y reviendra peut-être, enfin tu y reviendras si tu veux. Mais quand tu me parles de l'Inde, moi je pense aussi à quelque chose d'indien qui a fait, je crois, partie de ta vie. C'est le Kriya Yoga. Ah oui, alors le Kriya Yoga, j'ai lu un livre là-bas en Inde. Quand j'étais en Inde, j'ai lu Autobiographie d'un yogi de Yogananda, Paramahamsa Yogananda, qui est vraiment un livre que je vous conseille. Qui est un livre initiatique, c'est un livre énergétique, hein. Il y a quelque chose d'énergétique dans ce bouquin-là. Et je lisais ça en Inde et je me dis, ah ouais, voilà, j'ai trouvé une voie. J'avais déjà testé le Vipassana de Goenka. C'est intéressant, mais ça ne me convenait pas. Moi, je suis un hyperactif, j'ai besoin que ça bouge. Et là, c'est très statique. Et donc, je lisais ce bouquin et j'étais à Dharamsala dans un restaurant. Et il y avait un gars assis en face de moi et je lui parle de ça. Et je cherchais un endroit pour faire des Kriya Yoga en Inde. Et lui me dit, mais on ne fait pas ça en Inde, fais ça en Europe, parce qu'ici, ils ont déjà l'habitude. Enfin, il m'a convaincu. Donc, je suis entré en Belgique. Et puis, j'étais à la FNAC et je tombe sur un bouquin sur le Kriya Yoga. Donc, je l'achète et puis je le lis. Et puis, à la fin, en fait, il est marqué, pour plus de renseignements, il y a un numéro de téléphone français. J'appelle, 15 jours après, il y avait une initiation de Kriya Yoga à Paris, j'y étais, et puis ça m'a accompagné pendant 17 ans, et ça m'a donné de la discipline, que j'ai un peu perdue maintenant, mais voilà, ça m'a amené dans des prises de conscience, voilà, c'était une technique de méditation christique, c'est assez énergétique, voilà, c'est vraiment une belle technique qui me convenait très bien parce qu'il y avait des mouvements. Donc c'est pas du yoga, hein, c'est vraiment de la méditation. On emploie certaines postures de yoga pour ouvrir des canaux énergétiques, pour décristalliser ce qui peut nous empêcher de faire circuler l'énergie en nous. C'est très puissant. Voilà. Puis en fait, après 17 ans, je commençais à me culpabiliser parce que j'avais pas médité le matin, je perdais ma joie. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, à vouloir changer qui j'étais, j'oubliais d'être qui j'étais ici maintenant, comme ce que je suis ici maintenant, avec tous mes paramètres, bons et mauvais, entre guillemets, du jugement que j'ai sur moi. Du coup, j'ai laissé tomber ça et puis je suis parti vers des pratiques énergétiques, on en a fait quand même pas mal, et le chamanisme qui est venu sonner à ma porte. Et donc ça m'a permis d'accepter qui je suis ici maintenant, et sans vouloir devoir faire quelque chose pour que ça change. Donc, je raconte toujours cette petite blague pour illustrer ça. C'est un gars qui nage dans l'eau, tu la connais sûrement, mais le gars qui nage dans l'eau avec son petit bonnet là, il nage, il fait beau, et puis il voit un truc sur l'eau, il s'approche, et là il y a un mec qui marche sur l'eau, et il dit salut, t'appelles comment? Le gars il dit bah moi je m'appelle Jésus. Et qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois, je marche sur l'eau. Et l'autre il continue à nager, il dit mais t'es con parce qu'elle est bonne, quoi. Et donc voilà, Kriya Yoga, j'essaie de marcher sur l'eau.
Et je ne regrette pas, ça m'a vraiment formé, ça m'a donné une compréhension plus vaste de ce que je suis. Euh, Après, le fait d'essayer de vivre ce que je suis ici maintenant, ben, je nage dans l'eau, et elle est bonne, on peut y aller, on peut, voilà. Et aussi, la différence, c'est que d'un côté, on essaie de s'élever à la lumière, et c'est un chemin, mais est-ce que dans mon parcours, et aujourd'hui j'en suis, c'est que ben, c'est pas ça que je dois faire, c'est faire descendre ma lumière dans la matière. C'est un autre chemin on est venu expérimenter. L'âme est venue expérimenter la matière, et c'est pas la matière qui cherche la lumière. Donc aujourd'hui, ma croyance, et nos croyances, elles conditionnent notre état d'être. Ma croyance, c'est que euh, une de mes missions, c'est de rayonner ma lumière, et il n'y a pas besoin d'être parfait pour ça. Elle est ici déjà là. Et après, voilà, c'est une alchimie permanente. C'est toujours en mouvement. Hein, on devient sans cesse, sans cesse. Donc voilà, c'est une danse cosmique de la matière. Et avec tout ce parcours, avec ton imperfection, du coup, tu proposes des choses à d'autres personnes. Alors ben voilà, ça fait 40 ans que je me suis mis en chemin, sur mon chemin. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences, de transformation, de conscience de soi. Et il y a une quinzaine d'années, voilà, j'étais appelé à accompagner des gens qui sont intéressés à aller dans ce processus, dans leur processus. Donc j'ai un ami qui me posait le jour la question de comment tu te définis. Alors c'est un peu difficile pour moi de me définir parce que je suis pas un chaman, je suis pas un druide, je suis pas, moi je suis Baudouin, un gars sensible qui est venu expérimenter la matière. Donc en réfléchissant bien, je me suis dit, ben moi je suis un accompagnateur de conscience de soi. Je pense que ça me convient un peu comme définition, c'est-à-dire que moi j'accompagne les gens dans leur résolution, dans leur processus de résolution. Je peux leur donner des outils, les aider à percevoir ce qui pourrait les empêcher d'aller vers ce qu'eux ont envie d'être. Donc mon intention, c'est de donner l'autonomie aux gens, de leur redonner leur pouvoir, leur souveraineté. C'est un mot important. Ça ne veut pas dire je suis le roi et merde aux autres. Non, je suis la seule personne responsable de mon bonheur. C'est moi. C'est pas mon psy, mon père, ma mère, mes enfants, Jésus. Non, moi, je suis venu exploiter ma vie, et c'est important. Et je pense que si tout le monde se réapproprie son pouvoir, hein, c'est un mot qui peut faire peur, mais le pouvoir, c'est son pouvoir créateur. C'est qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, et comment je me mets en action pour que ça se réalise. Et de nouveau, c'est jamais acquis, c'est toujours en mouvement, et ça coince à des endroits, mais c'est ok, ça c'est les opportunités de grandir en conscience. Mais c'est trouver les outils de résilience par rapport à tout ça. Donc voilà, moi j'accompagne les gens dans ça, en proposant plusieurs choses. Donc une de mes médecines, c'est l'éolio tellurique. Donc j'amène les gens dans des endroits où l'énergie de la Terre est très forte, et où on peut être aussi en relation avec les énergies cosmiques. Donc des lieux vibratoires. Où on vient avec une intention, et puis on va un peu en pèlerinage avec cette intention, et puis on voit ce qui se passe. Et c'est magique, il y a des alchimies qui sont intéressantes, et puis des fois il y a des résolutions aussi impressionnantes qui peuvent se faire là. J'accompagne aussi avec le voyage chamanique. Donc je prends l'outil voyage chamanique, et on s'en sert pour amener plus de conscience de soi, pour mettre de la lumière sur des parts d'ombre. Donc ça, c'est une phrase qui m'accompagne aussi sur ma carte de visite. Il est marqué « L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté ». C'est la noun finale, c'est des lettres hébraïques. Voilà, cette phrase me parle énormément. L'ombre, c'est pas un problème, c'est des choses qui nous appellent en disant « Ok,
ouh, je suis là, regarde-moi, aime-moi. Et donc à partir du moment où à une ombre, on peut lui dire, écoute, tu peux rester autant de temps que tu as besoin. On est dans le Ho'oponopono là, hein, mais il se passe, on met en lumière et on donne de l'amour et peut-être ça peut suffire à ce que ça ne soit plus un problème. Hein. Et puis voilà, après en avançant, ben, c'est plus des problèmes, comme je disais tantôt, c'est des opportunités pour grandir et ça ne s'arrête jamais parce que plus on avance, ça c'est une croyance, hein, mais plus on avance en conscience de soi, plus on a accès à des couches qu'on n'avait pas accès parce qu'on n'avait pas la conscience. Et donc, ben voilà, et tous les jours, on est sollicité par-ci, par-là, il y a un truc qui se passe, et comment on se positionne par rapport à ça. Et voilà, donc moi, mon intention aussi là-dedans, c'est d'arriver à reconnecter les gens à leur âme, l'âme qui est une partie de moi. Hein. Baudouin, c'est une partie de moi, c'est les doigts de la matière. De l'âme dans la matière, mais cette âme, c'est cette présence en moi qui perçoit. Et le pouvoir créateur, il va fonctionner, de nouveau, c'est ma croyance, quand il y a une harmonie entre l'âme, le corps et le cœur. Cette connexion Trinité, peut-être que le Père, le Fils et les Intuitions pourraient être la même flamme. Après, c'est la branlette cosmique, comme moi je l'appelle. C'est-à-dire tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux concevoir, c'est la branlette cosmique. Après, ce qui est important, c'est l'expérience. Si je peux parler de quelque chose, mais que je ne l'ai pas vécu, ça reste du vent. Et l'expérience, elle va me faire comprendre, elle va me faire vivre la chose. Et puis, peut-être je vais devoir la faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour qu'à un moment donné je la comprenne. Mais si je ne l'expérimente pas, je reste dans la sphère mentale. Et l'âme, on peut l'expérimenter, c'est une partie importante de nous, elle est toujours là. Il suffit de se taire, intérieurement. Donc le Kriya Yoga m'a amené beaucoup ça, d'être connecté à mon âme, parce que c'est un peu le but de la méditation, hein, c'est d'arriver à cet état de non-association d'idées, ou en tout cas de ne plus s'accrocher à voir ça comme des phénomènes, et puis on devient... il y a longtemps, je guidais une méditation qui s'appelait le témoin du témoin, et donc c'était vraiment, on partait du postulat que tout ce qu'on allait percevoir n'est pas ce que je suis. Donc on commence, on s'assied, puis je sens mes fesses sur la chaise. Ok, c'est mes fesses. Je ne suis pas mes fesses. Je ne suis pas mon corps. Puis après, je vois mes pensées. Je vois mes pensées. Donc je recule en fait, hein, vers le centre que je suis. Et à un moment donné, il y a un endroit où je vois ce qui perçoit. Donc il y a quelque chose qui perçoit les pensées, et puis il y a quelque chose qui perçoit ce qui perçoit. Et là, il n'y a plus de mots, il y a un état, il y a la présence. Et quand on goûte ça, on a envie d'y retourner parce que là, c'est neutre. Enfin, il n'y a pas de bon, de mauvais, de il faut, de il doit, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Non. Il y a juste ici maintenant, ici maintenant je suis. Voilà, alors on vit dans la matière, dans cette condition-là, donc on a des yo-yo, on va revenir, je vais revenir m'identifier à Baudouin. Baudouin, le personnage, celui à qui arrivent les choses, celui qui a peur, celui qui a été conditionné, celui qui veut. Et c'est ok, c'est l'outil de création dans la matière. Mais si je ne fais que m'identifier à Baudouin et que je crois que ce que Baudouin est ce que je suis vraiment, alors je souffre parce que Baudouin il n'est pas satisfait, parce que Baudouin il est fatigué, parce que Baudouin il veut ça. Et donc, laisser être ça, tout en étant connecté à l'âme, permet en fait d'harmoniser en fait l'outil de création Baudouin. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, ça, de nouveau, c'est des croyances, hein, c'est mes croyances à moi, c'est ce que j'ai construit pour avancer dans ma vie, qui me donne du sens, voilà. Et si à un moment donné ça n'a plus de sens, je changerai, mais voilà, aujourd'hui j'en suis là. C'est nous qui créons notre illusion à chaque instant.
on l'a créé avec le focus qu'on met sur les choses. Donc je peux regarder une chose comme ça, ou je peux la regarder comme ça, ou je peux la regarder comme ça, et la façon dont je vais la regarder va conditionner mon état d'être. Oh, c'est chiant, faut me sentir mal. Ah, ouais, c'est super, je vais me sentir mal. Donc mon pouvoir créateur, il se trouve là. Comment je regarde et qui regarde? Baudouin ou l'âme? Ou quelle partie de moi va, quelle casquette? On en a plein, hein, on a plein de personnages. Donc qui perçoit? Et voilà, moi dans le Kriya Yoga, on pratiquait des techniques de conscience de soi à l'instant, donc ce qui permettait d'être, si on la met en pratique et qu'elle s'installe, d'être souvent très conscient de ce qui se passe. Voilà, mais ça demande, voilà, c'est une posture de yoga, hein, ça s'entretient, hein. Si on n'entretient pas, elle s'en va. Mais voilà, avec la pratique, elle peut revenir très vite. Donc, si on a un moment identifié à Baudouin au personnage, dans un conflit, on est là dans son mental, et puis c'est un peu lourd. Ben, si on se souvient de ces techniques-là, on peut beaucoup dézoomer. Donc, Baudouin, et je suis là et je vois Baudouin qui est triste, qui est malheureux, qui désire. Mais je suis plus, mais je suis en paix parce que c'est Baudouin qui le vit. Alors, on ne va pas nier Baudouin, on va prendre soin de Baudouin. C'est important de prendre soin du personnage et de prendre. Un jour, j'étais dans ma voiture, je dors dans ma voiture régulièrement, et je savais pas si je pouvais être à cet endroit-là, donc je me suis mis en dessous de ma couette pour voir mon GSM, et j'ai vu la peur de Baudouin, et j'ai vu que je prenais soin de la peur de Baudouin, et j'ai trouvé ça magnifique. C'était plein d'amour pour la peur de Baudouin, et je me suis dit, ouais, il faut prendre soin de nos peurs, il faut prendre soin de nos désirs, il faut prendre soin de ce qui nous anime, sinon on s'éteint. Et voilà, c'est une quête permanente, hein, ça ne s'arrête jamais. Mais il y a de la joie quand on réalise ça, alors il y a la joie qui s'installe. Et il y a une paix aussi qui s'installe. Donc, moi j'appelle ça la maîtrise. La maîtrise, c'est pas que tu es un maître, c'est juste que tu as pratiqué longtemps une pratique qui te permet en fait de retourner à un endroit où c'est en paix. Et ce qu'on cherche tous, c'est le bonheur par tous les moyens possibles qui existent sur Terre. Je peux aller me bourrer la gueule parce que je suis malheureux, parce que ça va m'aider peut-être à être heureux. Bon, après, je peux faire la méditation, je peux faire ci, je peux faire ça, mais notre quête, c'est comment être en paix et être heureux dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, de plus important? Je ne sais pas. Tu parlais de ces voyages sur des lieux telluriques, du voyage chamanique, et en fait, toutes ces activités et d'autres, ça porte un nom. Ça porte un nom. Alors, si tu viens de nous dire ce nom, et puis nous expliquer pourquoi, du coup. Alors, j'ai mis le nom de la sagesse du fou, parce que à la base, ça s'appelait le fou du soi. Donc il y avait cette notion du fou du roi, celui qui peut dire les choses que l'autre ne peut pas dire. Voilà, puis voilà, avec l'évolution de ma conscience, voilà, à un moment donné, ça a changé, c'est devenu la sagesse du fou. Parce que ça me correspond bien, je suis un peu je suis un autodidacte un peu farfelu. Et ça permet en fait de pouvoir tout mettre. Alors comment exprimer ça? Voilà, il y a aussi quelque chose de ne pas se prendre trop au sérieux, hein, parce que la vie, c'est important de rigoler et d'avoir de la dérision sur les choses. Donc moi je peux dire des trucs très sérieux et puis rigoler juste avant. Donc, à un moment donné, je mettais les gens dans des méditations profondes, et puis après, je leur disais, tiens, vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth? Ah, parce qu'il n'y a plus de papoute. Alors, les gens, ils ouvraient les yeux, ils étaient encore dans les méditations, et j'étais là, qu'est-ce qui se passait? Et moi, c'est important aussi, quand je vais sur des hauts lieux, après, je dis, ok, on va aller dans une grande surface, et les gens me disent, ah non, mais ce qui est important, c'est que ce qu'on va expérimenter comme expérience, on le ramène dans notre quotidien. Et mon quotidien, c'est d'aller à la grande surface et pas d'être assis en méditation dans une hutte.
ou de faire une cérémonie chamanique, et puis après, je retourne, et puis je n'ose pas aller parce que je suis sensible aux énergies. Non, non. C'est important que tout ce qu'on va faire comme développement personnel, spirituel, on l'incarne dans notre quotidien à chaque instant. La spiritualité, c'est à chaque instant. C'est pas un week-end que je vais faire. Ça ne sert à rien. N'y allez pas dépenser votre argent pour aller au Cinoche. Ça sera mieux parce que le but, c'est vraiment de vivre en harmonie avec. Bon, moi, j'emploie le mot congruence, hein, c'est-à-dire que mon intention, mes pensées et mes actions soient en harmonie. Si je veux faire 30 stages de méditation et puis qu'après j'ai peur d'aller vivre mon quotidien, qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi, ça c'est vraiment, c'est la sagesse du fou aussi, la sagesse du fou, c'est de dire, ma mission c'est de descendre ma lumière et de la rayonner sur la planète plutôt que d'ascensionner pour devenir de la lumière. Je suis déjà la lumière. La sagesse du fou, c'est aussi se dire rien à foutre. Il y a un bouquin qui s'appelle Rien à foutre, l'ultime voie spirituelle. C'est pas j'en ai rien à foutre de tout, mais c'est un peu le lâcher prise à l'occidental, c'est-à-dire si je me dis tous les jours je dois aller dormir à minuit, à 10h et je vais dormir à minuit, et alors je me culpabilise parce que je n'ai pas été dormir à 10h, rien à foutre, moi, entre 22h et minuit, je regarde une série à la con, mais je ne me culpabilise pas et je vais dormir, je vais bien dormir. Et voilà, il y a un truc comme ça aussi de se réapproprier de nouveau son pouvoir, de choisir, de penser, d'agir. Et si on se trompe, c'est pas grave. On va apprendre quelque chose. Voilà, donc la sagesse du fou, là, c'était aussi peut-être une façon de me cacher un peu, toi, parce que maintenant Baudouin apparaît, mais Baudouin n'apparaissait pas pendant longtemps. Alors, je mets ça aujourd'hui, mais il y a quand même cette notion que Baudouin, c'est pas le plus important dans l'histoire. Baudouin, bon, il est important, mais si je dis Baudouin fait ci, Baudouin fait ça, je me limite quelque part dans la compréhension que j'ai de ce que je suis. Donc moi, je suis un écosystème dont partie de Baudouin, je l'ai déjà dit tantôt, hein, l'âme. Donc la sagesse du fou, voilà, permettait de ne pas mettre le phare sur Baudouin. Voilà. Et alors moi, il y a quelque chose que tu as fait, je sais pas si tu vas continuer à le faire dans le cadre de la sagesse du fou, que je trouve très Baudouin, justement, c'est tout l'accompagnement que tu fais par rapport à la création d'un tambour chamanique. Tu peux nous en parler un peu de ça? Je le fais toujours, hein, je le fais toujours. C'est-à-dire que moi, j'accompagne les gens. Alors, à la rigueur, on va... comment dire vraiment ça? Parce que je ne fais pas, je fais pas un week-end où on met une peau sur un tambour. Je ne critique pas du tout ça. J'offre, c'est autre chose que j'offre. Moi, j'offre un accompagnement de conscience dans la fabrication d'un tambour, et on va réaliser le cadre ensemble. Et donc, on va travailler la notion du cadre dans notre vie. On va travailler peut-être avec quoi la personne vient à ce moment-là, ce qu'elle veut mettre en œuvre, tout en faisant un tambour. Donc la personne qui a mis le moins de temps pour le réaliser, c'était 5 mois, et la personne qui a mis le plus de temps, elle a mis 1 an et demi. Et donc et c'est assez rigolo parce que voilà, je me souviens d'une personne qui avait difficile à mettre son cadre, et le jour où elle est venue pour faire son cadre, sa voiture est tombée en panne. Et donc il y a vraiment un travail alchimique qui se fait, c'est un travail alchimique, chamanique, de conscience. Donc le tambour, il va se charger de tout ça aussi. Donc on crée un objet de pouvoir, hein. On ne fait pas juste un rond avec une peau qui fait boum boum boum. On a vraiment moi j'appelle ça des doulas. On est doula du tambour, et on va faire naître ce tambour, et on va décider 2-3 paramètres, mais après comment il va finir, ça personne ne le sait, quoi. C'est vraiment une création.
Mais je dirais que le plus important, c'est vraiment l'accompagnement, enfin, pas l'accompagnement, mais c'est le processus que la personne va faire en réalisant son tambour. Donc c'est un travail intéressant. Donc c'est vraiment, c'est plus que de faire un tambour. Voilà. Et je continue à offrir ça. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Alors ce qui est important, c'est que moi je vais travailler avec des arbres. On va aller couper des branches sur un arbre pour faire le truc. Donc je le fais. La première partie, ça se peut voir. La première partie, donc la coupe de bois, se fait pendant les moments de dormance des arbres. Donc en novembre, décembre, janvier, février. Là, on commence le tambour. Après, ça peut, une fois que le bois est coupé, c'est ok, on peut le faire en été, mais voilà, ça c'est par respect pour nos amis les arbres. Qui seront moins blessés quand ils sont en dormance. Donc ça c'est aussi le chamanisme, hein, c'est de comprendre, c'est l'un des premiers enseignements pour moi du chamanisme, c'est de comprendre et de vivre qu'on est une partie intégrante de la nature. On n'est pas différent d'une limace ou d'un arbre. On fonctionne différemment, on a d'autres principes, mais dans le vivant, on fait partie de l'écosystème et l'arbre, moi, c'est mes frères, hein, les arbres. J'ai une connexion avec les arbres et les pierres qui est vraiment, comment dire, amicale. C'est des amis, j'ai des amis arbres. Et je peux sentir leur présence là. J'en pense à un que j'ai rencontré à 2500 mètres dans les Pyrénées là. Et voilà, ils ont une sensibilité, on peut se connecter à eux. Ils sont vivants vraiment. Donc voilà, donc on va avoir une approche de se connecter à l'arbre, de lui demander s'il est ok. Donc on a vraiment tout aussi un travail chamanique de connexion aux esprits, ce qui est une base aussi dans le chamanisme. Voilà, c'est un parcours intéressant et c'est un individuel, donc c'est vraiment au service de la personne qui vient et tous les sujets peuvent être abordés aussi dans mes accompagnements, tous les sujets peuvent être abordés. Après, peut-être j'ai pas toutes les réponses, mais c'est pas moi qui ai les réponses en fait, c'est les gens qui viennent chez moi qui ont les réponses. Donc moi, mon but c'est toujours de donner l'autonomie, la souveraineté. Je ne sais pas pour l'autre en fait, mais je peux voir qu'est-ce qui serait bien pour lui, pour qu'il arrive à savoir ce qui est bon pour lui, et puis à l'aider à pouvoir mettre des choses en place pour que ça se réalise. Mais c'est lui qui va faire le boulot. Moi, je suis juste un accompagnateur parce que je suis passé par là et que je l'ai vécu. Je sais qu'il y a ça ou ça, mais c'est de la co-création aussi. Hein, donc, on jette la personne à avancer sur son chemin. Voilà. C'est mon intention vraiment. C'est important parce que voilà, je fais gaffe à l'ego spirituel. On en a tous, et c'est pas forcément parce qu'on est dans la spiritualité. Hein, on croit savoir quelque chose et qu'on va dire aux autres que c'est comme ci comme ça, même si c'est pas dans la sphère spirituelle. Moi, j'appelle ça comment dire, de l'ego spirituel, quoi. C'est-à-dire non, c'est horizontal, c'est pas pyramidal. Donc, moi aujourd'hui, je connais ça, mais demain, toi, tu vas peut-être m'apprendre ça. Donc, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de supériorité. Si on voit quelqu'un qui se sent supérieur, peut-être vous avez un truc à apprendre là. Mais c'est possible aussi d'aller voir des gens qui ont une ouverture comme ça. Sinon, c'est un peu de l'abus de pouvoir. Et alors, tu parles du vivant, tu parles de la matière, et j'ai quand même envie de te poser la question, parce que il me semble que dans ta quête du sens, c'est aussi le travail que tu as fait pendant des décennies dans
à la biosphère. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce cheminement-là? Alors, d'abord, c'est quand j'étais parti en Inde, là, 2 ans, 2 fois 1 an. Je travaillais dans le bâtiment avant, puis après je me suis dit, bon, moi, je peux faire ça. J'avais besoin de nouveau de faire quelque chose qui avait du sens. Donc j'avais fait une formation en agriculture biologique du crabe en Belgique. Voilà, ça ouvre un peu sur l'agriculture biologique. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai postulé au magasin de la Biosphère. C'était un magasin où j'allais faire mes courses en bio. Et puis à un moment donné, il m'a dit, ah ben tu cherches toujours le boulot. Je sais pas, ouais. Et puis voilà, j'ai commencé là comme magasinier. Et puis bon voilà, il y a eu plein d'histoires, mais il y a une dame qui a repris un peu le magasin et qui m'a demandé un coup de main pour l'accompagner comment dire, à gérer le magasin. Et là, en fait, on a quand même on a travaillé la vision du magasin, et on était assez chamanique, hein. On a fait des danses chamaniques autour des légumes ensemble, tu te souviens? Tout à fait, tout à fait. Donc il y avait vraiment... et je me souviens de grand-mère Ayangat, un chaman mongol qui était venu, que tu m'as fait rencontrer, qui m'avait dit, ouais, toi t'es un chaman parce que tu vends des légumes et t'expliques pourquoi, des légumes bio, et tu sais il t'explique pourquoi. Bon, j'ai regardé, ouais, toi t'es une chamane, moi je suis pas une chamane. Et il y a quelque chose de, parce que il y avait cette vision là que la vente est un moyen pour transmettre une autre façon de consommer, pour transmettre plus de conscience de soi dans nos actes d'achat. Donc voilà, il y avait une espèce de quête de perfection. Donc ça, c'est aussi le mot, la perfection. C'est une quête, peut-être qui nous anime tous, hein, à des degrés différents, mais il y a quelque chose, voilà, qui est intéressant. Après, il faut savoir qu'on a cette quête de perfection et s'en rendre compte à un certain moment, dire ok, oh, ça va, c'est bien, je m'arrête là. Et ici, voilà, la quête de perfection, elle était intéressante parce qu'elle mettait une dynamique que l'outil de la biosphère était au service de l'humanité, quelque chose comme ça. Donc on allait un peu là-dedans. Voilà, c'est une belle aventure. Mais voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sang, j'ai besoin de dire pourquoi je fais les choses. Et voilà, je suis un idéaliste, j'ai un besoin de perfection. J'ai identifié ça il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que ça a pourri ma vie en fait à plein d'endroits parce que c'est difficile à déléguer parce que ça doit être comme ça. Et toi, j'ai une idée bien précise de comment sont les choses. Et je me souviens que j'ai fait le bardage de ma maison. J'étais avec un gars qui était perfectionniste, mais 10 fois plus que moi. Donc il m'avait dit, ouais, ce serait bien qu'on trouve un moyen pour que toutes les vies soient au même niveau. Donc, pendant 2 jours, j'ai soudé des gabarits, j'ai réfléchi comment je faisais. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Je délire ici. Et puis en faisant le bardage, on va refaire la planche ici. Et lui, il était là, non, celle-là. Puis j'ai dit, écoutez, on fera ça après. Et en fait, on ne sait même plus où c'est. Et l'architecte, il arrive, il a regardé le bardage. Je dis, moi, j'en ai des mecs chez moi, je les ai emballés, c'est magnifique. Donc la perfection va amener à aller faire quelque chose de beau, de bien, de truc. Mais c'est bien aussi à un moment donné de s'arrêter parce que sinon ça peut être un défaut. Donc voilà, je pars hein, beaucoup, tu me poses des questions, mais... Bien sûr, voilà, bien sûr. C'est moi aussi, mais oui. dans des dimensions multiples. Voilà. Après, c'est important de se connaître. Par exemple, moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps non plus que j'étais HP, TDAH. Alors, ça me fait chier, moi, ce genre de truc. HP, c'est des trucs à la mode, mais à un moment donné, mon médecin qui me dit, ah, mais tu sais, tu serais venu il y a 10 ans, on t'aurait mis dans les HP. Bon, ok. Et puis 2 heures après, 2 jours après, j'entends une émission d'un HP qui explique comment il coupe ses carottes. Et j'ai dit, ah oui, putain, ah bah oui, en fait. Et en fait, ça m'a donné une clé. Ça m'a donné une clé parce que jusque-là, ben moi, toi, HP, dans les années 80 à l'école, t'en prenais plein la gueule, hein, parce que tu ne comprenais pas comme tout le monde.
ouais, un peu TDAH, je pars dans tous les sens. Et c'était pas reconnu, donc moi, j'étais nul, quoi. On me voyait que j'étais nul, que je fonctionnais pas bien. Et puis en fait, non, je fonctionne pas comme une grosse partie des gens à cette époque-là. Et le fait de comprendre ça, ça m'a donné une clé, ouais. Ça m'a vraiment donné une clé de fonctionnement. Dire, ok, ben, donc, maintenant, et c'est pas toujours facile, parce que des fois, on se fait, quand on est HP, TDAH, ben, des fois, on est emballé dans son projet, et puis on oublie tout le reste. Mais on peut se dire, ok, ah ouais, c'est vrai. Et on se recentre et on se concentre un peu sur ce qu'on doit faire, on essaie de structurer. Donc c'est ça, apprendre à se connaître. Et c'est pas mieux que HP ou un machin, c'est des étiquettes, c'est pas mieux qu'un autre, toi, mais c'est juste de comprendre comment on fonctionne. Et d'accepter que c'est comme ça, et puis d'œuvrer avec ça, parce qu'on est unique et notre force c'est notre uniquité, donc c'est un mot que c'est ce qui me rend unique, quoi. Quand je fais des voyages chamaniques, qu'on est là à plusieurs à voyager, puis il y en a un, t'as vu, lui il voit, moi je vois rien. Alors moi j'ai un ami, on faisait des voyages chamaniques ensemble et il voyait jamais rien, il revenait avec des infos que les autres n'avaient pas. Donc notre force c'est notre différence, c'est pas notre ressemblance à l'autre. Mais on veut tous ressembler parce qu'on doit être le numéro. Enfin, ça c'est mon côté qui n'aime pas l'école, mais on m'a formaté à être le premier de classe et on doit tous être le premier, le bon, le machin. Et on est dans la compétition et non. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ta médecine, on va dire en chaman? C'est quoi ton talent? C'est quoi que t'aimes bien? C'est quoi que t'es prêt à te lever à 5h du mat tous les jours pour le faire? Et là tu seras bon, et là tu seras dans ce que tu as à offrir au monde et ça va te nourrir, ça va te donner de la force, ça va te redonner de ce pouvoir. Donc le pouvoir, ben, c'est important, c'est notre énergie, c'est un peu comme l'essence dans la bagnole. Moins on a d'essence, moins on peut avancer, quoi. Enfin, c'est pas un peu mal comme exemple, mais bon, c'est pour comprendre un peu. Mais donc plus je vais aller vers ce qui m'anime, plus je vais rayonner qui je suis, plus ma jauge de pouvoir va être forte. Et quand ma jauge de pouvoir, donc c'est le pouvoir créateur, à partir du moment où je vais décider quelque chose, je vais avoir la force et je vais avoir les idées et puis l'énergie pour mettre en action ce qui a besoin d'être pour que ça se réalise, quoi. Et du coup, mon pouvoir créateur devient puissant et plus je le pratique, plus la vie nous sourit et plus on est en paix avec soi-même, plus on est chez soi et pas chez l'autre, plus on peut se positionner sur ce qui est juste et pas pour nous. Et chacun est différent et chacun, ça c'est juste pour un et c'est pas juste pour l'autre. Et c'est important que dans la souveraineté aussi on respecte que moi quand je suis souverain, toi t'es souverain aussi. Donc si moi je te dis blanc et que toi tu dis bleu, il faut que moi j'entende ton bleu et que je te laisse vivre ton bleu, toi. Et que tu me laisses moi mon blanc. Surtout. Oui, je te posais la question par rapport à la biosphère et du coup moi ça m'amène à une autre question, mais qui est une question plus personnelle. Donc voilà, je comprendrais tout à fait que tu n'aies pas envie d'en parler ici. Parce que dans mon souvenir, il y a plusieurs choses qui sont passées quand la fin de ta participation à ce projet-là est arrivée, le contexte dans lequel c'est arrivé, ce qui se passait aussi dans ta vie. Je sais pas. Est-ce que toi tu as envie d'en parler? Et pourquoi je te pose la question? Parce que moi je trouve que ça peut être aussi inspirant pour des personnes de se dire je suis pas seul à vivre de tels passages. Mmh. Alors donc j'ai fait, c'était 20 ans que j'étais dans le magasin. À ce moment-là, j'ai rénové ma maison. Bon, alors je conseille tout le monde de ne pas faire ça à 50 ans, de faire ça plutôt à 25-30 ans, tu vois. Bon, après, on n'a pas d'expérience du bâtiment. Moi, je l'avais un peu, mais là, je me suis mis à 5 ans, idéaliste comme je suis, on y va. Donc, j'ai continué le magasin et en même temps, je bossais chez moi. Et j'ai refait une nouvelle maison, quoi. Donc j'ai vraiment été loin physiquement, je me suis arrivé dans un burn-out, un épuisement physique profond.
Pendant le confinement, j'avais travaillé comme ça avec un étudiant qui faisait, et je lui dis, tu prends là, tu mets ça là, j'avais plus bougé les bras, j'avais mal partout. Et j'ai fait aussi un épuisement cognitif puissant, parce que j'avais géré plein de choses. Et pendant le confinement, une fois au magasin, il fallait gérer les stress des gens, voilà, c'était quand même un peu, on avait 40% d'affluence en plus et 20% de personnel en moins. Et donc moi, j'étais dans un épuisement cognitif et physique vraiment profond. Hein. Tout le monde parle de burn-out maintenant, mais voilà, moi j'étais à fond dedans et j'ai continué dessus. Et aussi, la personne à qui appartenait le magasin le mettait en vente. Donc, toi, moi j'arrivais 20 ans, j'étais co-gérant du magasin, on allait revendre. Voilà, et puis j'ai fait mon temps, j'étais en épuisement total, je n'arrivais plus à mettre mes idées ensemble. Bon, c'était un moment voilà, c'était le bon moment de partir. Donc je suis parti là. Bon, après je me suis pas tout de suite rendu compte que j'étais naze. Hein. Bon, aussi j'avais partout, mais je pensais idéaliste comme j'allais me le remettre, mais j'ai mis 4 ans facilement. 4 ans pour me remettre, et aujourd'hui je dois encore faire gaffe un peu à ma charge mentale et à pas trop solliciter physiquement. Si je vais trop loin, je mets du temps à me récupérer. Donc voilà, alors je reviens sur le HP parce que là, lui, voilà, si je suis parti dans quelque chose qui m'anime, je peux oublier de manger, de boire. Donc là, construire ma maison, j'ai bien beaucoup aimé faire ça. Mais voilà, en oubliant d'être présent à mon corps, à la fatigue de mon corps. Bon, j'avais un peu des impératifs, j'avais ma fille dans une caravane, mon fils dans une tente. Bon, il faisait beau à cette époque-là et tout, mais l'hiver arrivait, donc voilà, j'avais un peu un stress de terminer, pardon, de terminer ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Pourquoi j'ai quitté là. Après, bon, j'y suis retourné en essayant de me rechercher pour. Donc, j'accompagne aussi là un petit peu, mais différemment qu'avant. Voilà, après, je me suis rendu compte aussi que j'avais difficile à partir parce que j'ai le syndrome de la loyauté. Le syndrome de la loyauté qui est intéressant, mais qui est aussi un handicap. Je peux avoir difficile de quitter un groupe parce que je me suis engagé, parce que c'est là, et ben ça peut être embêtant, peut-être que vous allez me retrouver là-dedans, de dire ok, ben là je suis plus à ma place, mais je sais pas comment sortir de là, parce que je me sens engagé, aussi c'est là, mais on revient à son pouvoir créateur, ok, ben ça m'anime plus, ça me tire vers le bas, ça me pousse pas vers le haut, donc à un moment donné, ben ouais, pour moi, comment je fais pour être en paix avec ça. Donc ça aussi, à un moment donné, pendant ce burn-out là, à un moment donné, j'étais parti en voiture et je pars souvent un mois en voiture, me promener ici et là. J'étais en montagne, dans les Pyrénées, et j'étais arrêté par un troupeau de moutons. Donc j'ai arrêté ma bagnole, puis j'ai regardé autour de moi, et puis c'est paisible ici. Et là, j'ai décidé en fait de vivre paisiblement à tous les étages de ma vie, à partir de maintenant. Alors de nouveau, c'est jamais acquis. Hein, mais donc dès qu'il y a quelque chose qui vient me mettre en tension, je regarde comment je peux faire pour retirer cette tension et moi être en paix avec ça. Alors peut-être ça va être de sortir de là, de faire ceci. Je me souviens d'un exemple, par exemple, dans mon village, il y avait un projet citoyen super intéressant, c'était de créer un jardin-forêt. Alors moi, j'ai aussi une passion qui était le jardin, où je connais très bien le jardin-forêt, j'en ai chez moi 2, 3, j'ai une grande connaissance dans les arbres fruitiers particuliers qu'on peut faire pousser chez nous. J'ai du kaki dans mon jardin, j'ai des asséminiers, et donc on me fait appel à moi pour ça, et je dis super, ok, on y va.
ça, c'est dans mes bottes. En plus, il y a voilà, un travail citoyen. Mais je suis encore en burn-out et je me rends compte, ça me prend beaucoup d'énergie et que je dois mettre mon énergie. Et ça me fatigue en fait, pour finir. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, moi, je sors de là, mais tu vois, de nouveau, je m'étais engagé, j'avais un peu l'expertise à certains niveaux. Mais en fait, c'était juste pour moi de quitter ça. Et donc j'ai écrit un truc, j'ai mis du temps avant d'appuyer, puis j'ai appuyé, puis en fait, c'était bien, je prenais soin. Et j'étais à l'écoute. Alors que dans les apparences, ça pouvait être bien pour moi, ça correspondait à tout ce que je voulais, mais à ce moment-là, énergétiquement, c'était pas bon pour moi. Donc j'ai passé à l'acte et j'ai dit non, je sors de là et ça m'a soulagé, je me suis retrouvé en paix et j'ai choisi ça pour... Et ma ligne de conduite, c'était comment je suis en paix avec ça. Donc maintenant, je me pose souvent la question quand je suis en stress ou il y a quelque chose qui me met en tension, je dis comment je fais pour être en paix avec ça. Et je ne m'arrêterai pas de poser cette question-là quand je me rends compte que je suis dans ce processus-là, parce que des fois, on rentre dedans et puis on ne se rend pas compte parce qu'on est pris dans l'émotion, dans le mental qui construit notre illusion. Et c'est ok, hein, c'est le jeu de la vie. Hein, mais voilà, revenir à quand j'en parlais de nouveau, hein, je fais ce geste-là de se décoller du personnage, de l'histoire, et de revenir à cet endroit qui perçoit. À ce moment-là, tout est bon en fait. Toutes les expériences sont bonnes. Parce que cet endroit-là, il est en paix, cet endroit-là. Et c'est là, ici, maintenant. On est ça. On est ça. On peut avoir accès à ça à chaque instant. Mais c'est une posture de yoga. C'est une posture qui demande de la pratiquer. Et ça peut aller vite, hein. Faut la pratiquer à un moment donné, quelques jours, vraiment pour l'ancrer. Hein. Et puis quelques années, à ce moment-là, à un moment donné, même vous ne la pratiquez plus, elle vient toute seule. On va se dézoomer d'un coup parce que on se rend compte que là, il y a Baudouin qui est dans son émotion. Ok, c'est ok. Baudouin, il est fâché. Il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Ça vient juste. Les émotions sont des langages. Il n'y en a pas des bons et des mauvais. Hein. On a clasonné, on a dit la colère, la jalousie, les machins, tout ça, c'est pas bon. Moi, si je dis que c'est bon, c'est la sagesse du fou. Oui, c'est bon, c'est juste un langage. C'est le corps qui dit ici, il y a un truc, ça va pas. Je sais pas, la colère, ça pourrait être que, en fait, on n'a pas respecté mes limites, quoi. Ou je ne veux pas respecter mes limites, mais. Donc, ok, si je suis identifié à Baudouin en colère, je vais partir et je vais vivre. Mon état d'être à l'instant va pas être agréable, quoi. Si maintenant je suis dans ce processus-là, mais je me souviens que j'ai un endroit où je me décolle et je suis là, je vois Baudouin qui est en colère, mais moi je suis pas impacté par la colère. Et déjà là, Eckhart Tolle, il parle du corps de souffrance. Hein. Donc le corps de souffrance, c'est un agglomérat psycho-émotionnel qu'on a créé à un moment donné dans un trauma qu'on a pu vivre. Et donc c'est de la mémoire. Et elle elle peut revenir comme ça d'un instant, une couleur bleue qui est la même couleur où ça s'est passé, va mettre en mouvement le corps de souffrance, et se dire oui, mais tu vois, ou mon émotion, mais tu vois, et on rentre dans une boucle comme ça énergétique qui fait que on revient coller au personnage et on est en train de vivre la mémoire, donc des choses qu'on a vécues il y a 40 ans, et ici maintenant elle est toujours là, et c'est que de la mémoire, et il y a des outils pour nous permettre de dézoomer à ce moment-là, et à partir du moment où on voit la colère, par exemple, elle retombe déjà un petit peu, et puis si on reste là, et puis alors aussi, ça permet de comprendre, tiens, ok, Benoît il est en colère parce qu'il s'est passé ça, tiens, la prochaine fois, je vais essayer de faire ça, et puis après c'est de la pratique, hein, c'est de la pratique de la vie, c'est-à-dire que ça va se répéter, et puis je vais être de plus en plus rapide à me décoller, et puis à un moment donné, avant que ça arrive, j'aurais déjà vu et je serais décollé. Et donc,
c'est ok. Baudouin peut être en colère, c'est pas un problème. Baudouin, il est en colère parce que si, parce que ça, et ok, je reviens à cet endroit-là. Alors c'est pas faire l'autruche, hein, c'est être conscient pleinement de ce qui anime le personnage. Et voilà, on est une toile sur laquelle est projeté le film. Je crois que c'est Arnaud Desjardins qui est ça, mais c'est une image assez connue. Hein, mais si on projette un film d'incendie sur la toile, elle ne brûle pas. Hein. Si on met un film de naufrage, la toile elle n'est pas mouillée. Donc c'est ça, on est une toile sur laquelle on projette notre illusion. Oui. Et on est venu créer l'illusion. Je me suis un jour fait travailler sur mon nom indien. J'ai reçu un nom indien il y a très longtemps, ça s'appelle Shiva. Bon, Shiva, c'est quand même pas n'importe qui. Donc à un moment donné, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une petite cérémonie personnelle pour aller voir un peu qu'est-ce qui est ce nom qu'on m'avait donné, que j'ai jamais employé, avait à me dire. Et donc j'ai l'info que Shiva, c'est le noir cosmique. C'est l'endroit où la lumière est née et où la lumière reviendra. Et c'était aussi le non-être. Et donc, ça m'a mis dans une réflexion avec une phrase qui m'accompagne depuis très longtemps de Nirsigedharadhara Maharaj. Des fois, j'arrive à le dire. Mais un gars intéressant. Et qui disait l'ultime illusion, c'est la conscience individuelle je suis. Alors moi j'ai compris que, en fait, à partir du moment où j'ai la conscience que je suis, apparaît l'illusion. Donc ma réflexion était, donc ma branlette cosmique, était que, à partir du moment où je suis, je crée l'illusion. Donc en fait, je suis venu créer l'illusion dans la matière, et on est tous venus faire ça. Et c'est nous qui la créons. Donc ça change le paradigme de dire ok, il faut faire gaffe à l'illusion. Non, c'est moi qui la crée. Comme je disais tantôt, si je mets mon focus comme ça ou comme ça, je vois pas la même chose. Et la façon dont je perçois les choses conditionne mon état d'être. Et mon pouvoir, il est là. Et c'est très simple en fait. Hein, c'est très simple, mais on est parasité par plein de choses. Et souvent, la plupart du temps, on est identifié au personnage. Et ça, il nous manque une partie de nous-mêmes. Et il nous manque le spot. Donc mon intention de nouveau dans l'accompagnement des gens, c'est de leur offrir ça, c'est de réouvrir la porte. Et, ça passe par le cœur, hein, il y a une ouverture du cœur. Alors l'ouverture du cœur, c'est pas des petits bonbons et des nounours, c'est pas rose, c'est dire non, c'est être fâché, mais c'est d'aller dans sa vérité, c'est de marcher sa parole, c'est d'aller oser vivre qui on est. Voilà, c'est magnifique. C'est le but de la vie pour moi. C'est de me réaliser pleinement ce que j'ai envie de vivre. Alors, je n'y arrive pas forcément, hein, mais c'est un processus, quoi. C'est un chemin sans fin. Mais donc, ces croyances, hein, de nouveau, moi, les croyances, elles conditionnent la façon dont je perçois le monde et donc, en définitive, mon état d'être. Et l'état d'être, on cherche tous à être en paix. Donc comment je fais si je tombe en panne sur l'autoroute d'essence, je peux avoir plein de solutions. Je vais prendre mon bidon et je vais dire « putain, j'aurais dû faire ci, nanana », et je vais me taper 3 km, et puis je vais revenir, et je vais mettre mon essence, et j'aurais passé peut-être une heure et demie à râler. Ou en me disant « ok, tiens, et puis je vais regarder les oiseaux, puis je vais avancer, et je vais revenir. » Et puis je vais mettre mon truc, et j'aurais passé une heure et demie, donc pas dans le stress. C'est moi qui le crée. En fait. Après, les choses arrivent à nous, malgré nous, ou on les attire, ou j'en sais rien, tout ça, mais on vit des choses à chaque instant, et voilà, notre pouvoir, c'est ce que je fais ici maintenant avec ça, pour être en paix. Si on a cette conscience-là, si on a ce dézoomage qui peut s'installer, alors tout est bon en fait. Alors je constate que dans ce que tu dis, la bagnole, ça revient souvent. Alors on va pas creuser nécessairement. Ah non, mais la bagnole, moi j'aime bien la matière. Hein. Donc alors,
la matière, elle est là, et ma bagnole, ouais, moi, ma bagnole. Bon, moi, je vais sur des hauts lieux telluriques, c'est mon dada. Je vais dans des bleds paumés où il me faut une bagnole, sinon j'y arrive pas. Ouais, ou alors j'y vais avec mon sac à dos, machin. Je vais à pied parce que c'est mieux, c'est écologique, tout ça, mais. Comment dire? Alors moi j'ai toujours travaillé pour l'écologie, je suis une partie intégrante du vivant. Donc après il y a des. J'avais posé la question à grand-mère Yangat il y a longtemps, elle me disait ouais mais tu vois je revenais et puis j'étais sur l'autoroute puis je voyais on avait fait exploser la montagne pour faire passer l'autoroute et j'ai mon petit cœur qui saigne et tout ça. Et il me dit elle me dit ouais, mais c'est ok toi, c'est ok, voilà c'est comme ça. Mais la conscience, elle se trouve au-delà de ça, en fait. Toi. Donc oui, moi j'utilise ma bagnole, je pars en voyage avec ma voiture, elle m'amène à des endroits incroyables, où j'amène après des gens que je vais aider à grandir en conscience. Et donc moi, de nouveau, une de mes croyances, c'est que ce qu'on voit dans le monde est la somme de la fréquence de chaque individu, chaque être vivant. Sur la planète. Donc, quelqu'un qui a une fréquence qui rayonne pas bien va influencer sur l'état du monde, quoi. Donc, ce qu'on voit dans le monde, c'est quoi? La peur, les guerres, c'est anxiogène et tout ça. Mais les gens sont nourris de ça. Tout la TV, on t'abreuve de ça, c'est de la nourriture. Donc, ça nourrit notre état d'être et notre fréquence, elle est émise comme ça. Mais si maintenant on avait tous cette conscience-là d'augmenter notre fréquence, d'aller vers ce qui est juste pour soi, ce qui est bon. Après, on peut rouler en bagnole, hein, c'est pas un problème. Mais je prends pas ma bagnole pour aller acheter mon pain. Bon, je suis pas de boulangerie au bout et je mange plus le gluten, c'est pas. Mais tu vois, je prends ma bagnole pour alors oui, voilà, alors c'est toutes ces questions-là, mais ça c'est qui se pose ces questions-là, tu vois, c'est de nouveau on revient au personnage qui a ses jeux de valeurs, de morale, on est plein de morale. Moi je suis reparti en Inde là au mois de mai, l'écologie, après tu la vois autrement, parce que là-bas tu marches sur du plastique, le gars il ouvre la fenêtre, il bat la chose sur le plastique, bon nous on les ramasse, après je sais pas comment on fait, on les brûle, on en fait des autoroutes maintenant, donc les fines particules de plastique. Bon. C'est là, donc comment, ok, alors je vais faire un maximum de ce que je peux faire pour, voilà, moi j'ai rénové ma maison, j'ai pas de chaudière, je chauffe au bois. Ah, le bois, ça fait... Alors voilà, on fait des choix, voilà, parce que Baudouin, il pense que c'est mieux le bois, parce que si demain tout s'arrête, voilà, je pourrais me chauffer. Alors qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, voilà, c'est la morale et on revient à ma souveraineté, quoi. J'ai choisi ça, des fois j'ai choisi des trucs qui étaient vraiment nuls, mais après j'ai compris que c'était nul. Donc je pense que maintenant on parle de cinquième dimension, que oui, il va se passer des choses et tout ça, mais ça c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, c'est de passer sur un autre plan de conscience, donc on revient à connecter à l'âme, mais ok, la matière elle est là, ok, il y a l'histoire du monde, et pour moi, dans ma croyance, dans ma connexion chamanique de la vie, je vais respecter la planète, je vais respecter... Mais voilà, l'autre jour mon téléphone est tombé en panne, et c'était une question existentielle, est-ce que je rachète un téléphone ou pas? Et alors j'essaye de trouver des alternatives, et puis ben non, en fait, si j'ai plus de téléphone à cette époque-ci, je fonctionne plus, je vais reprendre une fixe, mais il n'y a personne qui va m'appeler. Donc voilà, maintenant il y a l'intelligence artificielle qui débarque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça fait peur, ci, cela, après... Voilà, après, c'est des outils, il faut pas en être esclave. Pour ton téléphone, si tu veux, tu peux le couper. Je me souviens d'une époque, on avait encore un téléphone fixe, on regardait un film avec un copain, et puis il y a le téléphone qui sonne, et c'était un film avec une intrigue, et moi je voulais pas rater ça. Donc, j'étais à côté de l'affiche, et en regardant le film, je tire l'affiche. Le copain me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu peux pas faire ça.
je sais pas pourquoi je peux pas faire ça. Si je peux faire ça, c'est un outil. Si c'est grave, bon, il rappellera. S'il est mort, bon, il sera toujours mort. Et si c'est pas grave, c'est pas grave, quoi. Et moi, je regarde mon film, quoi. Voilà. Donc c'est des outils et on peut s'en servir. Après, c'est de la conscience, quoi. De nouveau, quelle conscience on met dans les choses. Et voilà. J'ai encore envie de te demander si tu pouvais nous parler de quelque chose, j'ai l'impression, qui t'anime de ces derniers temps, que sont l'écriture et la musique. Ouais, alors ça, tu m'aurais dit il y a 2 ans que j'allais écrire des chansons et chanter, je t'aurais dit ouais, mais dans une autre vie. Je joue de la guitare depuis longtemps, j'ai parti en Inde, là, je voulais jouer de la guitare. J'ai appris la guitare, puis voilà, mais j'ai comme comment dire, un hobby du dimanche, quoi. Et puis à un moment donné, je sais pas, il y a eu un déclic et je me suis mis à écrire des textes et puis à les mettre en chansons. Et donc on part un peu des chants, je ne sais pas si c'est des chants médecine, quoi, mais c'est quand même des chansons avec, avec un peu l'enseignement de la sagesse du fou, quoi. C'est ma façon à moi de rayonner qui je suis. C'est un outil, c'est un vecteur pour moi intéressant. Ça me permet de transmettre, c'est un mot un peu pompeux, mais de rayonner qui je suis et de partager mon parcours, ma vision du monde, mon approche de conscience de soi. Voilà, donc j'ai une chanson qui s'appelle Le parfait n'existe pas, voilà, qui va parler du parfait, des trucs de perfection. Une qui s'appelle Alléluia, c'est Alléluia, il y a le temps d'aller voir à l'intérieur, et puis voilà, je vais décrire un peu ce qui se passe dedans. Voilà, donc voilà, c'est nouveau. Je commence seulement à enregistrer mes premières chansons. Je suis en train de prendre en main les logiciels de musique, c'est infini. Voilà, il me faudrait beaucoup plus de temps. Mais voilà, petit à petit, ça vient. Ça me nourrit beaucoup, vraiment. J'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup d'excitation à faire ça. Et puis voilà, on verra. Mais voilà, je suis dans quelque chose qui m'anime, donc c'est bon. Voilà, si ça m'anime pas, que je fais ça parce qu'il faut, ça c'est pas bon. Et voilà, et ça me donne envie de faire chanter les gens. Façon de parler. Non mais de vraiment, en fait ces chansons-là, c'est quelque part comme si c'était une colonne vertébrale. Le tempo, puis que les gens puissent l'approprier et qu'on co-crée ensemble. Voilà, quelque chose comme ça, une espèce de jam. Et c'est intéressant aussi j'aime bien l'éloge de la fausse note, là, je ne sais plus comment il s'appelle. J'aime bien cette notion-là, c'est-à-dire d'être faux pour être juste, d'oser être faux, en fait, pour trouver le chemin. Et chanter, c'est comme danser, en fait. Il y a quelque chose et puis le fait de chanter aussi avec des gens, c'est la nouvelle énergie. Avant c'était regarde, Dieu est là, cherche un chemin. Et maintenant la nouvelle énergie, c'est co-créer ensemble. Et quand on va, moi on a fait des chansons chez moi, on était là 5-6. Et on commence, je prends une guitare et je fais tourner, et puis l'autre table, et puis il y en a un qui dit dans le jardin de Baudouin, il y a un lapin qui s'amuse bien. On a passé un quart d'heure sur une connerie, hein. C'était pas Dieu rentre dans mon corps et c'est la lumière. Non, on était juste avec des paroles comme ça. Un quart d'heure, et tu voyais le visage des gens qui étaient illuminés, avec la joie, un sourire jusque-là, parce qu'on avait co-créé ensemble. Et quand tu réécoutes, c'est pas juste et tout ça, mais on s'en fout, parce que à ce moment-là, il y a une communion. Et les fréquences montent. Et plus on va augmenter nos fréquences, plus la réalité ordinaire va changer. Donc moi je crois vraiment fort ça, c'est que
c'est que ce qu'on voit dans le monde, c'est le résultat de nos fréquences. Donc, co-créons ensemble des belles choses. Alors belle, ça veut dire que ça ne peut pas être parfait. Hein. Ici, on chantait, c'était pas juste, mais ensemble, on a créé une énergie qui était élevante. Donc maintenant, il y a beaucoup de rassemblements, de tambours ici, de tambours là. Ouais, allons-y, faisons ça. Et connectons-nous. À certains moments, on l'a fait récemment avec le Népal. Là, voilà, connectons-nous ensemble pour co-créer ensemble, pour énergétiquement. Et plus on fera ça, et mieux le monde se portera. Voilà. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis après, c'est important aussi, c'est de revenir ici maintenant. Sinon, si tu dis, ouais, je vais faire ça là-bas, je suis dans la projection. Et donc la mémoire, c'est ce qui t'est passé, la projection, c'est ce qu'il y a devant. Mais le seul endroit où je suis vivant, c'est ici maintenant, en fait. L'instant d'avant, c'est pas vivant, l'instant d'après, c'est pas vivant. Il n'y a que ici maintenant que je suis vivant. Prendre conscience de ça ramène. Alors, ma projection, c'est intéressant. Et ma mémoire aussi, c'est des outils de création. Je vais projeter avec ma mémoire. Et je dis, ah ouais, j'ai fait ça, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc je projette avec ma mémoire. Mais peut-être ce que je vais projeter va pas se réaliser, c'est possible. Après, je pense que plus ton pouvoir est grand, plus ta projection se réalise, parce que ton énergie, ta fréquence, elle porte, quoi. Donc c'est des mécaniques quantiques, des mécaniques cosmiques qui nous habitent, qui nous dépassent. Mais c'est intéressant c'est la connaissance sur soi qu'on devrait enseigner. On devrait enseigner aux enfants. La première chose, c'est cette connexion à cette âme, qui est une partie de nous qui est fondamentale. Tant qu'on n'a pas ça, et on est handicapé de soi. Donc l'âme, redonner la place à l'âme en soi, ce serait peut-être la première quête de chaque humain, la première chose qu'on devrait apprendre à un humain. Parce que sinon on est lobotomisé, on est coupé d'une part importante de soi. Voilà. Ben, écoute, Baudouin, merci beaucoup. Je vais certainement pas essayer de synthétiser tout ça, mais voilà, j'ai envie juste de dire quelques mots pour refléter ma jouissance et ma gratitude de ce moment passé ensemble. J'ai envie de parler de sagesse incarnée. Pour moi, c'est vraiment un moment que j'ai ressenti comme ça, incarné, avec toutes les limites aussi de la matière, avec toute la saveur, la richesse, les subtilités que tu nous proposes ici, et cette sagesse, ce vivant, cette vivacité aussi que tu nous partages. Et ouais, c'est de l'inspiration, c'est de la joie, c'est de la réflexion, c'est de la conscience que tu nous as servi. Et d'ailleurs, en termes de servir, on pourrait parler aussi de la cuisine, mais le problème, c'est qu'avec toi, on pourrait aborder tellement de sujets, et peut-être, qui sait, peut-être que on refera ça, qui sait. En tout cas, merci à toi d'organiser ces rencontres. Voilà, je te remercie, et je te remercie de ce que tu me renvoies aussi, des questions que tu poses, et voilà. Oui, et je pense aussi que je voulais te remercier pour ce que tu fais très bien, c'est de rassembler. Toi, tu as déjà créé des choses où de rassembler les gens, de mettre de la lumière à certains endroits. On a besoin de ça. Et donc, merci à toi. Et j'espère aussi que tu vas un jour t'interviewer. Un jour, on fera oui, tout à fait. L'arroseur arrosé. On m'a déjà fait le coup, mais ouais, non, mais oui, bien sûr. Pour moi, ça fait partie du jeu. Mm-hmm. Ça fait partie du jeu aussi de ces interviews. Et c'est pour ça que des fois, je suis pas qu'à poser des questions. Je suis aussi à exprimer des choses. Mais oui, jusqu'au bout. Et donc voilà, on va faire ça. On va faire ça. Et ouais, ce sera aussi
et une belle expérience pour moi. Et justement, dans cette dynamique de série, d'entretien, bah voilà, quelque chose aussi qui met plus en risque et qui donne du vivant aussi, qui donne du vivant, de ne pas rester figé toujours à la même place. Donc, je sais pas si je te remercie de cette idée, Baudouin, mais en tout cas, force est de constater que c'est une très bonne idée à matérialiser, à concrétiser. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite tous à vivre de plus en plus conscients, conscients de soi et de retrouver ce pouvoir qui nous anime tous et qu'on a besoin pour réaliser qui on est. Enfin, c'est un grand mot, mais pour être simplement vivre, être, voilà. Plutôt qu'avoir. Et après, on peut avoir une bagnole. Mais c'est important d'être. Et ça, c'est pas l'avoir. J'ai une chanson qui s'appelle L'amour est quelque chose qu'on est. Et l'amour n'est pas quelque chose qu'on a. Donc, on n'a pas l'amour, on est l'amour. C'est une fréquence. C'est la complétude de ce qu'on est. C'est pas des petits nounours, c'est des petits cœurs, des petits bonhommes. C'est vraiment un état d'être. C'est l'espace le plus vaste de ce qu'on est. Et notre quête inconsciente même, elle est de retourner à cette nostalgie du paradis perdu. Oui. Ouais, voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais voilà. Écoute, je me répète, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, je disais au début de cet entretien, oui, c'est vrai que on se connaît, qu'on a beaucoup échangé. Et que je prédisais que j'allais découvrir d'autres facettes, d'autres choses. Et c'est vrai que, en tout cas, il y a des choses que tu avais pu dire ou d'une autre façon, mais qui m'ont impacté différemment cette fois-ci. Et je suis vraiment très très heureux. Pour moi, c'est le sens de ceci, de ces entretiens, que ce que tu as à dire puisse aller ailleurs, aller toucher différentes personnes pour différentes choses. Et comme tu parlais de ces émotions, peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre en colère. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est ok. Mais c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Voilà, après c'est toujours de soi à soi. Ok. Si quelqu'un te met une baffe, ton problème à toi, c'est pas que quelqu'un t'a donné une baffe. En fait, ton problème à toi, c'est que t'en as reçu une. Si tu lui dis je suis malheureux parce que lui il m'a foutu une baffe, en fait tu lui donnes ton pouvoir. Donc voilà, j'ai eu un peu délirant, je pourrais dire ok, je l'ai fait tout un temps, mais à un moment donné je me suis rendu compte qu'en fait si je justifie mon malheur parce que mon père était comme ça, je lui donne mon pouvoir et j'ai plus le mien, et je sais rien faire en fait pour changer l'autre. Par contre, chez moi ça a créé une tension, ça a créé quelque chose, ça je peux agir dessus. Et là, je reprends mon pouvoir. Et là, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que, Et mon bonheur ou mon malheur, il ne dépend pas de l'autre. En fait. Et l'autre, il agit comme ça. Moi, je dis des choses. Et si ça heurte l'autre, c'est pas mon problème, en fait. C'est le problème de l'autre. Si ça heurte chez lui, c'est que ça a été touché quelque chose. Et c'est ok. C'est une opportunité de grandir en conscience. Allons voir à l'intérieur. Et puis, on grandit petit à petit en conscience, en amour. Et puis à un moment donné, il y a une paix qui s'installe vraiment, et qui n'a pas de contraire. Donc, il y a toujours les mouvements, les tribulations de la vie, elles seront toujours là, mais il y a un endroit où c'est ok, toi, voiture tombe en panne, Oui, je savais que la bagnole allait revenir à un moment. C'est parce que c'est du vécu. Oui, non, mais j'imagine bien. Et, quand je ferai l'interview, je parlerai de mes histoires de bagnole qui sont des grands enseignements. D'ailleurs, pour rigoler, je disais, il y a des bouquins qui existent sur la symbolique des maladies. Un jour, j'écrirai le bouquin sur la symbolique de toutes les merdes qu'on peut avoir et les autres choses, mais qu'on peut. C'est souvent les merdes qui nous
nous apprennent le plus. Et écoute, je pensais conclure, mais en fait, puisque tu as évoqué rapidement la question, bah je vais rentrer de nouveau dans des questions plus personnelles auxquelles tu répondras ou pas. Ça a fait quoi pour toi de grandir dans une famille où, je vais le dire simplement, où tu étais différent? Bon, alors, je dirais que ça n'a pas été dans la famille, ça n'a pas été un problème parce que je suis aimé par ma famille. J'ai le sentiment que j'étais pas, voilà, je correspondais peut-être pas au modèle de mes parents qui voulaient, tu vois, j'ai pas terminé mes études, j'ai fait 3 jours et demi de ma cinquième, je me suis cassé de l'école et c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie et je le dis encore aujourd'hui. Mais c'est plus par rapport à la société qui me renvoyait, tu vois, à l'école. L'école, c'était vraiment un problème parce que j'étais nul. Enfin, le système me renvoyait que j'étais nul parce que je correspondais pas. Je ne sais pas rester concentré 1 heure sur une table. Pour moi, c'était compliqué de faire ça. Puis j'avais pas de sens. Au moins, le sens, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Qu'est-ce que je fous là, quoi, apprendre que Charlemagne est mort en 1500, je sais pas quoi, je sais même pas si c'était 700. Ça passait là, moi tu m'aurais donné, tu m'aurais connecté à un arbre, tu m'aurais, enfin, toi, j'aurais pu aller beaucoup plus loin si on m'avait amené autrement, toi. Donc, je dirais que après, j'étais pas si différent que les autres, quoi. Tu vois, juste que intérieurement, j'ai 15 dossiers ouverts tout le temps. Je peux, voilà, je peux, si je suis animé par ce que je fais, je peux aller à fond dedans. Si ça m'intéresse pas, c'est compliqué. Donc voilà, dans ma famille en tout cas, c'était pas trop un problème. Je suis un peu l'original, je suis un original. Mais ouais, je me démerde bien, toi. J'ai une certaine résilience qui m'a permis de garder cette confiance en moi. Bon, quand j'avais 18 ans, 20 ans, j'étais pas très en confiance parce que je me jugeais moi comme nul, quoi. Les autres, ils réussissaient, je sais pas écrire sans faire des fautes d'orthographe, je suis dyslexique, donc j'avais un jugement sur moi qui n'était, donc de nouveau, le focus qu'on a sur les choses, qu'on éditionne notre état d'être. Donc j'avais un état d'être qui était, ok, j'avais des potes qui me renvoyaient une belle image de moi. J'étais quand même assez joyeux, je suis quelqu'un de joyeux, d'optimiste, de généreux, je suis quelqu'un de très aussi, comment on dit, spontané, toi. Voilà, donc. Et je suis pas non plus un extrémiste, donc ça me permet que c'était pas si difficile que ça, toi. C'était plus compliqué à l'école, je dirais, toi. Et aussi dans les rapports de travail, parce que voilà, il y avait le syndrome de l'imposteur aussi. Hein. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai rien fait, donc, il y avait cette image qui nous renvoyait que si t'as pas ça, en fait, t'es nul et tu vaux rien. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que aujourd'hui je vois la masse de choses que je connais comparé à quelqu'un qui était même à l'UNIF. Je veux dire, je connais quand même pas mal de choses assez pointues dans plusieurs domaines différents parce que je suis un passionné, parce que voilà, j'ai passé des heures à lire des bouquins, à regarder des vidéos aussi, puis à pratiquer pendant que les gens regardaient la TV, toi. Donc aujourd'hui c'est une force. Quand je trouvais cette clé, je suis HP, machin, je fonctionne comme ça. Ah ben ça m'a donné une clé en fait de lecture. Mais en fait, je fonctionne bien en fait. Tu vois. Je fonctionne très bien même. Il y a juste, il faut que j'apprenne à gérer ces paramètres-là qui font qui je suis, tu vois. Et ok, c'est pas la norme. Maintenant, ça change, hein, tu vois. Les mecs comme moi ou les femmes comme moi, on leur donne un élastique, tu vois. On les met un élastique en dessous de leur chaise et donc ils sont avec leurs pieds comme ça et ils peuvent se concentrer. Donc voilà, moi je dessinais, tu vois. Je vais faire 2 trucs en même temps, ça m'aide à me concentrer.
on leur donne maintenant on a pris en compte qu'il y a des gens qui font, il y a une partie quand même importante de la population, hein, c'est pas la majorité, mais donc ça c'est intéressant parce que ça permet, voilà, ça permettrait que l'école, je sais plus qui disait ça, que s'il n'y avait pas d'école, il y aurait que des gens talentueux. Et donc pour moi, l'école elle devrait être au service du talent de l'individu. Et donc peut-être il y en a un, il est nul en maths, tu vois, mais il va jamais faire des maths, donc arrêtez de le faire chier avec des maths, toi. Comment est-ce que tu emploies tes maths, toi? Genre, maintenant on a tous une calculatrice au téléphone, bon tu sais faire des trucs de base, c'est important de le savoir, mais la troisième inconnue du X machin truc, ok, si t'aimes bien, vas-y à fond, on en a besoin des gens qui maîtrisent ça pour faire ci, ça, là. Et si t'es pas bon là-dedans, de nouveau revient à ton uniquité, à ton talent, mais laisse tomber. Alors l'école, elle doit, pour moi, elle devrait prendre ça en compte. Dire, bah quand même, lui, il est super bon en cuisine, toi. Moi j'ai discuté avec Sophie Rabi, la fille de Pierre Rabhi, il parlait de l'école démocratique qu'elle avait fait, et puis ils avaient changé 2 ans avant que je la rencontre. Elle me disait que ils avaient, maintenant c'était complètement démocratique, c'est-à-dire que les enfants ils vont où ils veulent, quand ils veulent, et s'ils en ont marre ils s'en vont, donc ils sont dans un éco-village, mais c'est toujours les mêmes qui sont devant l'atelier du boulanger, quoi. C'est toujours les mêmes qui sont dans le truc de maths. Et puis il me dit, il y en a 5, ils sont nulle part, ils jouent au foot sur la place du village, et ils avaient des âges différents, et il me dit, il y a 15 jours, celui de 18 ans, il est venu me trouver en me disant, ouais, je crois que je voudrais être éducateur. Et il dit, toi, en fait, on leur a donné plein d'espaces où ils peuvent aller se nourrir, ils vont où ça les intéresse, et le gars qui est dans la rue, qui est dans la cour, lui il veut être éducateur parce qu'il gérait des plus petits que lui. Et donc il y a quelque chose de ça, de permettre à chacun de rayonner qui il est. Et l'école elle fait pas ça. L'école elle formate à être tous le même truc, quoi. Donc là il y a une révolution à faire au niveau de l'école, de l'enseignement, et c'est pas juste virer un truc et remettre un petit pansement, c'est remettre à zéro et qu'est-ce qu'on enseigne, quoi. Est-ce que c'est important qu'un enfant de 3 ans sache écrire son nom? Moi, je crois que c'est important qu'un enfant de 3 ans, il sache qu'il a des émotions et qu'il peut les gérer, et qu'il a un monde intérieur et qu'il a une âme, et que pour moi, c'est plus fondamental. Et à ce moment-là, on fera des adultes qui seront plus névrosés, qui seront pas conscients de leur êtreté, de leurs émotions, leurs sentiments, qui vont pouvoir les exprimer. Voilà. Alors là, les hommes, ils ont plus difficile à faire ça, mais un homme, ça pleure pas. Toi, on nous a dit ça quand on était petit. Un homme, ça doit être comme si, être performant. Du coup, un homme, il sait pas aller dans sa faille et dire, je suis triste. Un homme qui dit qu'il est triste et qui pleure, ça change, hein, ça change, mais c'est difficile. Mais on a été formatés à ça. Donc, et les femmes, elles ont été formatées à ça. Et donc, l'enseignement, c'est quand même un point important de notre conditionnement. Hein. Donc voilà, moi je suis un peu anti-école, enfin pas anti-école, mais anti-système. L'école comme on nous la présente maintenant, pour moi elle est déficiente. Elle fait des numéros 1, et des petits soldats qui vont aller... et on n'aide pas l'individu à être pleinement qui il est, d'élever son talent. Voilà, c'est le chemin. Oui, écoute, Baudouin, tu parlais de conscience, et voilà, là, pour moi, c'est une expérience au travers de ma dernière question par rapport à la famille, être différent dans une famille. C'est d'abord me rendre compte un peu plus à quel point je peux projeter des vécus personnels au travers de mes questions, et que c'est ok, pour reprendre une expression, puisque même si tu te reconnais pas forcément là-dedans, mais que du coup ça a amené tout un développement sur l'école qui était pas spécialement prévu ni dans ma question ni dans les sujets auxquels j'avais pensé, et que je trouve vraiment important de pouvoir entendre et de sentir aussi comment ce que tu nous dis à plein niveau, ça s'applique aussi là-dedans, parce que quand tu parles de l'école, tu parles de talent, tu parles
parles de souveraineté, tu parles de donner de l'espace. Donc voilà, je trouve c'est important aussi d'avoir ta parole là-dessus. Et en plus, dans un moment où la question de l'école se pose sacrément avec tout ce qui peut se passer. Bon, alors on va quand même arrêter là. Oui, encore merci Baudouin. Merci aussi de ce que tu as pu dire sur moi. Je le reçois et ça me touche. Pas merci par rapport maintenant au fait que je vais devoir passer de l'autre côté. Je dois, mais en tout cas. Mais c'est intéressant, tu as plein de choses à donner aussi, à montrer. Enfin voilà, c'est passer de l'autre côté de la caméra. Pour moi, c'est pas facile. Hein. Là, je suis derrière la caméra. Enfin, je suis devant la caméra. Donc c'est aussi prendre sa place et rayonner qui on est, tu vois. Alors voilà, on a tous des chemins. Voilà, moi aujourd'hui je peux le faire, mais voilà, tu es une belle personne et c'est bien aussi que les gens te voient dans le canapé ici. Oui, tout à fait. Et alors ça m'a fait penser à quelque chose. Bon, ça me revient plus, mais c'est pas très grave. Oui, écoute, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, c'est dire si, maintenant ça me revient, je trouve ça super que tu aies dit que c'était pas facile pour toi. Parce que de faire un entretien comme ça, ou en tout cas, c'est pas, ça demande voilà, de surmonter quelque chose. Pourquoi je trouve ça important? Parce que quand on te voit comme ça, comme on peut me voir dans d'autres moments, parce que je fais quand même des vidéos où je me montre et tout ça, on pourrait croire que c'est facile. Que c'est facile parce que voilà, on a la parole, on la faconde, un certain charisme et tout ça. Et je trouve ça important aussi de pouvoir faire passer ce message-là, que oui, on sait le faire, mais c'est pas pour ça que c'est facile et que oui, ça nous demande de prendre sur soi, de jouer avec son ego, de le mettre à la bonne place et avec son complexe de l'imposteur aussi, parce que ça aussi je pourrais en parler de ça chez moi. Bon, alors là... Je rebondis pas. Mais en tout cas, comme je te le disais, comme je le dis ailleurs, je trouve que ça... Ces échanges méritent de se prolonger et donc voilà, notamment en changeant les places et le Baudouin 2, saison 2 voilà, Baudouin à travers les âges. Baudouin dans le cosmos. Merci. Allez, ciao. Ciao.